Le jour de mon mariage, il faudra que je choisisse mon mec ou mon père, Madame C. Troisième temps de l'Oedipe donc, ou le déclin du complexe d'Oedipe. Cette parole de Madame C en dit déjà long sur le nœud qui s'est constitué pour elle à partir de cette question de l'Oedipe. Avant d'écouter de plus près ce qu'elle nous en dit à travers les symptômes qui l'ont conduite à entreprendre une psychothérapie, je propose de revenir d'abord sur les théories de Sigmund Freud et de Jacques Lacan au sujet de l'achèvement de la crise oedipienne. Freud aborde cette question de la sortie de l'Oedipe à partir notamment de deux articles, que sont la disparition du complexe d'Oedipe et conséquences psychiques de la différence des sexes au niveau anatomique. Dans ces textes, il s'intéresse aux modalités d'entrée et de sortie du complexe d'Oedipe chez le garçon et chez la fille. Commençons par le garçon. Celui-ci entre dans le complexe d'Oedipe à partir du même objet, à savoir la mère, son premier objet d'amour qui lui dispensait tous les soins et l'amour dont il avait besoin en tant que nourrisson. Au moment du complexe d'Oedipe, le père devient un rival, car il lui fait concurrence auprès de la mère. Lorsqu'il découvre durant cette même période l'organe génital féminin, le garçon imagine que la fille a été châtrée et se sent à présent menacé de perdre lui aussi son pénis. C'est alors qu'a lieu le refoulement du complexe d'Oedipe, à partir donc du complexe de castration et sous l'effet de l'angoisse qu'il entraîne. Chez la fille, le complexe d'Oedipe est une formation secondaire, c'est-à-dire qu'il implique des changements. Un changement d'objet, car la fille passe d'une liaison pré-oedipienne à la mère à une relation oedipienne au père, et un changement de zone érogène, car celle-ci s'étend du clitoris, en tant qu'équivalent imaginaire du pénis, vers le vagin. Ce double changement d'objet et de zone érogène, donc, s'opère au moment où elle découvre l'organe génital masculin. Freud indique, tandis que le complexe d'Oedipe du garçon périt de par le complexe de castration, celui de la fille est rendu possible et est introduit par le complexe de castration. En effet, en découvrant l'organe génital masculin, la fille développe une haine à l'égard de sa mère qu'elle accuse de son défaut de pénis. Elle s'en détourne alors pour choisir le père comme objet d'amour, car c'est le père qui a le pénis qu'elle désire avoir. Son envie de pénis, en allemand Penisneid, se transforme en souhait d'avoir un enfant du père. Freud écrit à ce sujet, je le cite, « La fille glisse, on aimerait dire le long d'une équation symbolique, du pénis à l'enfant. Son complexe d'Oedipe culmine dans le souhait longtemps maintenu d'obtenir du père un enfant comme cadeau, de lui mettre au monde un enfant. Les deux souhaits visant à la possession d'un pénis et d'un enfant subsistent dans l'inconscient, fortement investi, et aident à rendre l'être féminin prêt pour son rôle sexué ultérieur. » Fin de citation. La sortie du complexe d'Oedipe chez la fille réside dans la possibilité pour elle de se détourner de son père pour choisir un autre homme, représentant un substitut paternel, et avec qui elle désirera concevoir un enfant. Le refoulement du complexe d'Oedipe, chez le garçon comme chez la fille, s'accompagne de la formation du surmoi, que Freud nomme aussi idéal du moi, et qui signe donc que l'Oedipe est bien passé par ici. Le surmoi est, je cite Freud, l'héritier du complexe d'Oedipe et de ce fait, l'expression des plus puissantes motions et des plus importants destins libidinaux du sein. Le surmoi représente l'intériorisation des obstacles, érigés par la présence du père, à la réalisation des désirs oedipiens. Freud ajoute, de même que l'enfant se trouvait sous la contrainte d'obéir à ses parents, de même le moi se soumet à l'impératif catégorique de son surmoi. Ainsi, la sortie de l'Oedipe désigne le remplacement des investissements oedipiens par les identifications constituant le surmoi. Freud indique enfin que lorsque le complexe d'Oedipe n'est pas résolu, qu'il y a échec du refoulement des désirs oedipiens, ceux-ci continuent d'agir dans l'inconscient et se manifesteront plus tard dans le développement de la personne sous la forme de symptômes névrotiques. Lacan fait un pas de plus en introduisant au complexe d'Oedipe freudien la question centrale du phallus et la métaphore paternelle. Il détermine dans la 5e année de son séminaire 3 temps de l'Oedipe, dont les 2 premiers ont fait l'objet de nos précédents colloques.
L'installation et le déroulement de ces 3 temps jouant un rôle structurant pour l'enfant. Retour rapide. Premier temps de l'Oedipe, ou l'étape phallique primitive. Dans ce premier temps, l'enfant cherche à satisfaire sa mère, à combler son manque. Pour cela, il s'identifie en miroir à l'objet de son désir, le phallus. L'enfant se positionne et est mis par la mère à la place de phallus imaginaire. Il se sent tout puissant et la mère comblée. C'est la dialectique de l'être, être ou ne pas être le phallus. Selon la façon dont l'enfant traverse ce premier temps de l'Oedipe, des fixations peuvent avoir lieu et constituer des identifications perverses. Deuxième temps de l'Oedipe. Le père, porteur de la loi qui intervenait de façon voilée au premier temps, s'introduit à présent de façon médiée par la mère dans la relation mère-enfant-phallus. La présence paternelle prive la mère de son substitut phallique, l'enfant, et interdit et frustre l'enfant dans son rapport à la mère. La mère et l'enfant sont ainsi tous deux renvoyés à la loi de l'autre, avec un grand A. L'enfant se détache de sa première identification au phallus imaginaire, en même temps qu'apparaît la loi du père. Ainsi, c'est le père qui est censé détenir l'objet du désir de la mère. Il a ou il n'a pas le phallus. C'est la dialectique de l'avoir. L'entrée dans le complexe de castration figure donc cette possibilité d'être castré, manquant. Dans ce second temps, ce qui va être déterminant pour l'enfant, c'est le rapport de la mère à la parole du père. C'est comment cette parole va intervenir sur le discours de la mère, afin que mère et enfant acceptent d'inclure le père dans leur relation fusionnelle. Le père à qui? Le père de l'enfant. Si le père de l'enfant n'entre pas dans cette relation en tant qu'objet du désir de la mère, il n'y a pas de métaphore paternelle possible et donc pas d'accès pour l'enfant au registre symbolique. C'est le cas de la psychose. Pour Lacan, le père est une métaphore, c'est-à-dire que, je le cite, c'est un signifiant qui vient à la place d'un autre signifiant. La métaphore paternelle, que Lacan appelle le nom du père, est en fait un signifiant substitué au premier signifiant, le signifiant maternel. Troisième temps de l'Oedipe, ou le déclin du complexe d'Oedipe. Le père doit prouver que c'est lui qui a le phallus et le réinstaurer non plus seulement comme objet dont il prive la mère, mais comme objet désiré par la mère. L'enfant s'identifie dès lors au père, en tant que c'est lui finalement qui porte le phallus. Cette identification s'appelle l'idéal du moi. La composante d'amour pour le père, je cite Lacan, donne la fin du complexe d'Oedipe, son déclin dans une dialectique qui reste très ambiguë, de l'amour et de l'identification, comme prenant sa racine dans l'amour. Lacan remarque que la sortie de l'Oedipe implique des processus différents chez la fille et chez le garçon. En effet, la fille qui entre dans l'Oedipe de façon secondaire, rappelons qu'elle passe de la mère comme objet d'amour au père, l'issue en est facilitée car elle s'est déjà rapprochée du père, qui n'aura pas de peine à se faire préférer de la mère. Chez le garçon, au contraire, l'entrée dans l'Oedipe est directe. L'objet d'amour est d'emblée la mère. Mais sa sortie s'effectue de façon inversée. Il se détourne de la mère et s'identifie au père. Le père auquel l'enfant s'identifie à l'issue du complexe d'Oedipe est le père symbolique, cette métaphore du nom du père que nous évoquions à l'instant et qui assure à l'enfant son inscription dans le monde en tant qu'être sexué. Ainsi, je cite Lacan, « La virilité et la féminisation sont les deux termes qui traduisent ce qui est essentiellement la fonction de l'Oedipe.